Donc nous, aujourd'hui, on est venu pour vous parler de .NET sur Linux. Alors pourquoi on vient parler de .NET? Ça trouve il y a quelques années, on a participé à un projet où on a fait du Linux embarqué et avec du .NET avec du .NET dessus, parce que en fait le projet autour du projet, il y avait aussi des applis desktop, du cloud, et il se trouvait que .NET répondait bien à une stack technique pour tous les environnements possibles, que ce soit le cloud, le desktop et l'embarqué, et même une base de code qui pouvait tourner sur les trois en même temps. Et donc voilà. Et donc là, bon, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va essayer de faire, de construire une application où il y aura du cloud, où il y aura du desktop, où il y aura de l'embarqué, et le tout en .NET. Juste en parlant de cloud, on a amené le cloud avec nous, hein. Donc en fait, on a quelques devices, quelques Raspberry Pi branchés sur un switch. C'est le cloud. Voilà, on n'était pas là pour vous montrer qu'on peut exécuter des trucs dans AWS ou dans Azure. Et la question, c'est pourquoi .NET aussi. C'était parce qu'on fait ce choix de .NET sur le projet dont Olivier parle en 2020, 2019, 2020. 2020. Et en fait, il faut savoir que en 2016, Microsoft fait un changement majeur puisqu'il décide de porter un open source .NET, et ils font un truc qui s'appelle .NET Core, qui devient multiplateforme et qui vraiment s'exécute sur Linux, etc. Et ça, c'est 2016. Et depuis, en fait, ça y est, ils ont rattrapé le retard, parce qu'historiquement, .NET était sous Windows. Et c'est vrai qu'avec Olivier, ça loupe pas. C'est souvent quand on discute avec les gens et qu'on dit, on fait du .NET sur un truc embarqué, ils te disent, mais tu fais ça sous Windows? Je suis, non. Voilà. Donc, et donc, effectivement, .NET, ça a une genèse, ça démarre en début d'année 2000. Et effectivement, ça a été exclusivement sur Windows jusqu'en 2016. Depuis 2016, ils ont tout porté, ils ont rattrapé en fait enfin disons qu'aujourd'hui .NET et en .NET 8 est au même niveau que enfin a les mêmes capacités que le .NET classique desktop, plus autre chose, d'autres propriétés, notamment le côté d'être multiplateforme. Et juste pour l'anecdote, en 2000, quand .NET, quand il y a les premières implémentations de .NET qui arrivent, en fait, les équipes techniques de Microsoft couraient après Java. Java qui avait la promesse de tu l'écris une fois, tu l'exécutes partout. Et en fait, ils l'ont fait marcher sur FreeBSD. Ça marchait sur FreeBSD et sous Windows. Et bon, les commerciaux sont passés par là en disant non, on va pas faire ça. FreeBSD, vous le mettez au placard, et on va partir sur du Windows, et ça va être tu l'écris une fois et tu l'exécutes sur Windows. Voilà. Et l'histoire a fait que l'équipe technique finalement elle avait raison. Et en 2016, voilà, jusqu'à nos jours, on est dans du open source. Voilà. Et j'ai fini l'intro. Donc peut-être on dit 2-3 mots sur ce qu'on va faire là aujourd'hui, parce qu'on n'a pas de slide. Ouais, on n'a pas de slide. Nous, donc, ça va être un pod, donc on va démarrer, mais je crois que... Ouais. Au moins les différentes parties. Ah oui, donc on va commencer par une appli serveur, donc en utilisant un serveur interne de .NET qui s'appelle Kestrel. Puis on va faire aussi sur un autre device, on va avoir de l'acquisition de données. Donc on va avoir plusieurs types d'acquisition de données à travers du binding sur des librairies natives, ou de l'accès à des bus, par exemple, sur Linux. Et on fera aussi une application d'affichage, donc qu'on va faire d'abord sur du desktop, et qu'on mettra après sur de l'embarqué. Ok. Et on va faire du... Bon, non. Ah, si? Ouais, ok. Donc en fait, on va faire une espèce de pair programming, hein, puisque en fait, là, donc moi je vais piloter Olivier sur les parties que j'ai conçues et codées moi-même. Donc il découvre. Donc là, on va ouvrir la solution. Donc là, on est sur un IDE qui s'appelle Rider. Bon, il a des soucis avec les flaps, qui est là. Punaise, ouais, je sens que ça va être un peu galère.
Ouais, il est pas mal, t'es bien. Et donc, bon, bah là, on a un premier projet, on va ouvrir modèle.cs. En fait, c'est juste des structures de données, on va pas s'attarder dessus. C'est vraiment le modèle de données qu'on va manipuler pendant la session. Et donc, voilà, donc vous voyez qu'il y a de la modélisation pour des données qui viennent, donc ce qu'on appelle des sensors data, des mesures, et des mesures pour un device particulier qui est identifié par son serial number, et puis les différentes mesures qui viennent de différents capteurs, ils ont un ID. Et donc ça c'est le data model, qui est, bon, voilà, on vous le présente là et on va pas trop s'attarder dessus. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un premier projet, donc donc une application web. Et ça va se passer via une CLI. Donc pour les gens qui ont déjà utilisé par exemple du Rust, qui sont habitués à voir Cargo par exemple, eh bien là c'est un peu le même principe. Donc on a une CLI qui nous permet, et donc avec .NET New, donc ça veut dire qu'on fait un nouveau projet, et donc Web API, ça c'est le type du projet, et le -n c'est le nom qu'on veut donner à ce projet. Donc là, bim, on lance le truc, et effectivement ça marche pas parce que on n'est pas connecté à Internet, mais ça va venir. Bon. Si, t'as Internet? T'as un Google ou quelque chose? Que tu l'as déjà. Bon, attends, on va aller l'ajouter. On va aller ajouter le projet. On va voir ce que ça donne. Hop. Donc là, en fait, en .NET, on a la notion de solution, où on groupe différents projets. Et donc, si on regarde un peu, donc là, ce qui va nous intéresser, hein, c'est programme.cs. Eh bien, il arrive avec un... Je vais ouvrir. En fait, il arrive avec un petit bootstrap là, mais qu'on va changer très rapidement. On va se rajouter une petite route, parce que on va faire une API REST. Se rajouter une petite route qui s'appelle ping, et qui répond pong. Et on va exécuter tout ça pour voir si ça marche. Oui, tu peux tout écraser, hein. Vas-y. Voilà. Donc là, comment c'est structuré? Ouais, tu peux essayer de le démarrer. Donc là, nickel, on est sur le port 5001. Et là, on va voir que à côté, hop, on a une route. Donc là, automatiquement, on a rajouté le Swagger et un format Open API pour le Discovery. Donc on va pouvoir exécuter cette requête. Et Youpi, je crois qu'il répond ping. On a eu un pong, pardon. Voilà. Donc c'est bon pour l'instant. Si on retourne un peu au code pour voir un peu la structure, en fait, ce qu'on voit, c'est que en fait, on a c'est une nouvelle façon, c'est une façon assez nouvelle de faire des API REST en .NET. C'est un concept qui s'appelle les Minimal API, qui a une inspiration, les gens qui connaissent Lancy, ceux qui ont fait du .NET, ou Sinatra en Ruby, je crois, c'est l'inspiration, elle est portée de là, c'est-à-dire c'est l'idée de dire, en fait au final, au lieu de s'embêter à faire des contrôleurs et à faire plein de choses qui marchent par convention et avec beaucoup de boilerplate, au final pourquoi pas avoir juste un mapping qui va d'une route vers une fonction que je dois appeler. Et en fait la structure qu'on a ici, vraiment de la ligne 21 à la ligne 24,
c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je dis, bon, ok, voilà la fonction. Dès que tu matches telle route, ben, tu m'appelles telle fonction. Et on verra que ça peut être beaucoup plus évolué que ça. Et la dernière ligne, vous ne l'avez pas vue. C'est un, c'est lié à quelque chose qu'on va rajouter tout de suite là. Maintenant, c'est le fait de rajouter un projet de test, parce que oui, on peut faire des tests aussi. Et donc là, vous l'aurez compris, c'est toujours même pattern. Hein, c'est on peut donc avec la commande .NET test, .NET new, et là on ajoute un autre projet de test. Donc là, on a un projet de test qui est vide. Et donc, ce qu'on va faire, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller référencer dans ce projet de test le projet où on a notre code. Donc, Query Server, il faut qu'il soit en référence de ce projet-là. Si tu vas sur Dependencies et tu fais... ouais, voilà, ça. Ça marche très bien. Et on n'a pas fini, parce qu'on va se rajouter un package. Pardon? C'est bon? Ouais, et on va se rajouter un package qui va nous permettre de faire des tests de bout en bout. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on va pas s'embêter. On va rajouter quelque chose qui va nous permettre de décrire un test pour tester l'API finale qu'on veut avoir. Et donc là, l'autre point dans l'écosystème .NET, c'est les paquets nuggets. C'est ce qu'on vous montre ici. Si par exemple là, on a un paquet, peut-être que vous connaissez Maven ou PyPy ou NPM ou Cargo. Voilà, donc là on a d'autres projets. Là on vient de tirer une dépendance. Et là on rajoute en dépendance en fait un composant qui va nous permettre de faire des tests de bout en bout de notre API. Donc ça c'est top. Et donc là on va venir et on va rajouter et il y a des configs, ok. Ok. Ah oui. Donc pour pouvoir utiliser ce magnifique composant MVC Testing, bah, tu vas aller éditer le CSProj, on va rajouter quelques éléments. Ouais, vous voyez ici la structure d'un projet, en fait, elle est décrite au format XML. Et en fait, là, on va venir amender deux artefacts. En fait, c'est un peu un hack parce que la lib, elle est pas, pardon? Ok, bon, juste une fois, ça suffit. Juste, tu peux enlever la 13 là, en fait, si tu veux. Ok, donc là, on va enregistrer. Et on va venir ajouter le code de test pour nos API finales. Et donc, en fait, ce qu'on va vouloir, c'est on va vouloir faire trois endpoints. Il y a un premier endpoint qui va permettre d'acquérir de la donnée, c'est-à-dire on va lui poster des informations et il va les stocker quelque part. Et deux autres endpoints il y en a un qui va nous permettre de nous donner les données qui ont été reçues pour un device donné, identifié par son numéro de série. Et l'autre, ça va tout simplement nous donner toutes les métriques. Et en fait, ces API-là, on va s'en servir pour faire l'affichage, notre interface graphique. Ouais, et en fait, ouais, c'est juste, j'ai créé une petite classe testutils. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a besoin de manipuler. C'est plutôt, bon, c'est juste pour avoir, ouais, là, il faudrait peut-être importer. Tiens, dans Global Usings, tu peux aller rajouter Data Model. Tu fais juste Global Using Data Model. Ah, ok, j'avais oublié ça. Ok. Global Using, c'est une façon de dire, en fait, c'est un package que je vais l'utiliser partout. Et effectivement, le Data Model, c'est un package qui va être très utilisé. Et ouais,
Bon, c'est pas grave. D'accord. Oh non. C'est bon. Ouais. Ah, t'as pas dû le copier au bon endroit. Ouais. Bon, c'est pas grave. Bon, si tu verras, c'est pas. Tu ramènes le truc, on va faire juste un datetime.new et ça ira. Je supprime le. Ah, c'est bon. Tu peux juste rajouter le fichier, les tests, juste le code de test. Je supprime ça. Voilà. Et au lieu de t.machin, là, on va mettre juste un datetime.new et ça ira bien. Tu vois, le t.t0, tu le remplaces par un datetime.new et ça ira. Datetime.now. Et pareil, pour, il t'en reste quelques-uns. Ok. Ok. Et encore un. Et ouais, bon. Et donc là, on va lancer là, on va être en capacité de lancer les tests. Tu peux peut-être arrêter l'exécution et juste faire un run des tests à partir de la classe là. Tu vois, tout en haut là, si tu montes, voilà, là tu peux les lancer. Et donc là, normalement, rien va passer parce que on n'arrive pas à trouver l'application qui lance. Bon, on n'arrive pas à trouver le programme. Bon, c'est pas grave. Donc là, le but était de montrer qu'en fait, on va avoir des tests qui sont rouges et qu'on a des erreurs 404 de partout, parce que c'est la façon de faire des tests de bout en bout. Enfin, c'est une façon de faire des tests de bout en bout avec .NET. Ouais, ouais, qu'on a un retard, ouais. Donc là, on va aller typiquement directement rajouter l'implémentation. Et là, pour suivre l'implémentation, euh, en fait, on va retourner au code du serveur et on va venir rajouter. Donc là, qu'est-ce qu'on rajoute là Non, il faut rajouter. Je me demande s'il faut pas rajouter d'abord une implémentation du storer. Euh, ouais.
Voilà, donc là, en fait, bon, là, coup de Alt entrée, c'est il manque un using, je pense. Un using data model. Voilà. Hop. Donc en fait, là, ce qu'on a codé, c'est on a codé très rapidement une interface, enfin enfin une classe qui permet de stocker les données dans un dictionnaire. Tout simplement, on commence par un in-memory storage. Pas la peine de se prendre la tête avec des bases de données pour le moment. Par contre, on a bien identifié une interface avec qui décrit le comportement de ce storeur, et puis plus tard, on pourra implémenter la vraie façon de stocker la data. Et donc ensuite, ça c'est un peu notre composant dont on a besoin, et puis on va venir ajouter une autre classe qui est la classe qui est la Web API. En fait, c'est un composant, voilà, c'est un composant qui s'appelle Device Measure API. On va venir ajouter le code. Donc là, pour l'instant, c'est un truc vraiment très bateau. Qui tape dans le storer et qui produit des résultats. Et donc là, qu'on a toutes nos pièces, on va passer au fait de rajouter les endpoints pour l'API. Mais tout d'abord, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est configurer l'injection de dépendance. Donc c'est plutôt à la ligne 10 que tu vas rajouter, et je vais expliquer rapidement à quoi ça sert. Donc là, pareil, hop, un code using. Donc en fait, là, on configure l'injection de dépendance pour pouvoir dire, en fait, quand on va construire des classes, quand on va demander à un composant de type iStore Device Measure, voilà le type concret qu'il va falloir créer. Et ensuite, on va venir ajouter nos endpoints. Donc là, on a bien celui qui fait le post. Et comme vous voyez, c'est une interface qui est asynchrone. Et donc, l'injecteur de dépendance, quand il va construire cette lambda, en fait, il va faire tout seul, en fait, le fait de chercher le composant dont elle a besoin en paramètre. Donc ça, c'est la dépendance, le Device Measure API. Et donc, le second, en fait, c'est la structure de données qu'il aura sérialisé lui-même avec les informations qui arrivent dans le body de la requête. Donc ça, c'est un peu magique, donc on gagne beaucoup de temps, on n'a pas à se prendre la tête avec la sérialisation, désérialisation à JSON pour nos types de données. Et donc ensuite, il manque, et il y a deux autres, les get en fait. Et donc là, normalement, si tout va bien, on doit pouvoir exécuter, ouais, tout à fait. Donc là, ce qu'on voit, c'est que, ok, notre API a évolué, il y a différents endpoints. On va pas les exécuter. Si on avait eu les tests qui fonctionnaient, là, à ce stade-là, les tests sont verts. Voilà. Mais là, l'effet démo fait que les tests peuvent pas être verts. Donc, on va passer à la suite, puisque là, la partie serveur, elle est finie. Faut peut-être la déployer sur le device. Et donc là, on a un petit script qui s'appelle deploy.sh. Voilà, tac. On va être très originaux. Hein. Voilà. Et donc là, on va prendre le script de déploiement. Et donc, ce qui est peut-être intéressant sur ce script de déploiement, c'est qu'en fait, il va créer un service systemd sur le device qui va l'exécuter. Et d'un point de vue, peut-être faire un hmod plus X, ouais, effectivement. Deploy.sh. Voilà.
Donc là, on est en train donc ça a buildé, ça a packagé l'application. Et peut-être ça va être assez intéressant qu'on le montre. Juste si tu veux remonter dans le script là, c'est juste la commande où avec la CLI on fait le publish. Parce qu'il y a un truc intéressant qu'on peut dire, c'est qu'en fait, vous voyez cette commande là, donc le .NET publish, en fait c'est lui qui nous permet de créer vraiment l'exécutable qu'on est en train de déployer, qui a été déployé et qui est en train de tourner là sur le device. Et en fait on spécifie une configuration, donc ça c'est si on veut être en debug ou en release, ça c'est assez classique. Par contre, donc on spécifie l'architecture. Donc là, ça tourne sur un ARM64. Le self-contained, c'est un ARM32, pardon. Donc le self-contained a true, ça veut dire que en gros, on va packager avec notre application les parties de .NET qui sont utiles. Et le publish single file, c'est qu'à la fin, on va avoir tout va être combiné dans un seul exécutable. Et donc au final, ce que je déploie sur mon device, c'est un exé qui est autonome, qui a tout ce dont il a besoin. C'est bon? Non. Je pense que c'est plutôt des mégas, l'ordre de grandeur. C'est de la dizaine de mégas. Voilà. Là. Avançons, ouais. Bah, là, on va passer à la partie acquisition de données. Et donc, ce qu'on va faire, c'est pour gagner un peu de temps et pour pas, voilà, c'est qu'en gros, normalement, on crée un autre projet, mais là, il est déjà là. On va juste l'ajouter. Non, ouais, c'est là, driver. Tac. Ok. Donc là, on est pas trop mal. Donc ouais, on peut aller dans la partie programme. Hein. Aller dans cette jeu où il faut. Et en fait, ce programme, ce qu'il fait, c'est qu'en gros, eh bien, toutes les secondes, il va faire une acquisition de données. Comment on déclare cette acquisition de données? Ben là, on utilise je sais pas si vous connaissez RX, Reactive Extensions, si vous l'avez utilisé peut-être avec du JavaScript ou en Java, ça, il y a plusieurs implémentations. En fait, tout simplement, on déclare un flux d'événements qui se déclenche sur le timer. Et en fait, à chaque tick, en fait, on va pouvoir exécuter une fonction qui est donnée par la lambda, la OLA Acquisition Service read. Et dans cet acquisition service, en fait, ce qu'on fait là pour l'instant, et c'est ce qu'on voulait vous montrer, c'est qu'on est capable d'interagir avec le monde bas niveau pour récupérer la charge CPU. Donc ça, c'est une mesure qu'on fait. Non, il faudrait peut-être plutôt dans le data source, CPU info reader. Et donc là-dedans, en fait, ce qui se passe, c'est que on tape directement dans la libc pour obtenir en fait les charges CPU. Donc ça, c'est une capacité qu'on a, par exemple avec .NET. On vous a dit qu'on allait vous montrer des capacités d'interagir avec Linux. Eh bien, voilà, celui-ci en est un. Donc c'est voilà. Donc là, on obtient juste si on peut scroll un petit peu. Voilà. Donc là, en fait. Donc là, on importe la libc et on lui explique qu'en fait, avec cette syntaxe-là, cette incantation à la ligne 29, on lui dit qu'on va vouloir exécuter la fonction sysinfo de libc. Et ensuite, voilà, ça se passe de façon assez nominale. Et donc donc en exécutant donc tout le driver là, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il a différentes data sources. Et en fait, en les exécutant, il va produire des mesures.
qui in fine vont arriver et vont être publiés sur le serveur. Ok? Et donc on va venir si on a le temps, enrichir ce composant. Ouais, là on va passer au display. Et donc, je te laisse. Alors, non, peut-être il aurait fallu avant le déployer sur un device pour avoir des données. C'est vrai. Peut-être. Ouais, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a deploy driver? Ouais, voilà. Cela peut compenser ici. Donc là, on a le serveur qui tourne sur un des pailles et sur un autre paille, on va déployer l'acquisition de données qui va la pousser sur le serveur. Et là, donc, on va attaquer l'affichage, c'est-à-dire les données étant ramenées vers le serveur, on va aller commencer à développer un affichage pour aller interroger le serveur et pour avoir une interface utilisateur. Ouais. Non, c'est remote host. Et puis c'est là-dessus. Non, le remote host. Ouais, c'est l'alias du host. Ok. Donc là, on tente encore de déployer de déployer le driver sur le device. Ouais, non, il y a beaucoup de push. Ok. Ah, oui. Je suis pas sûr. Hein. On va, si tu veux, mais je pense que c'est. Ah, si. Bizarre. Non, c'est pas. Ah non, à mon avis, c'est autre chose. Bon. L'effet des mots encore. Bravo. Donc, on va quand même attaquer l'affichage. Même sans données, ça va être compliqué. Mais bon, donc on a déjà commencé à créer un projet pour l'affichage. Alors, pour l'affichage, on va utiliser un projet communautaire qui s'appelle plus proche, d'accord. On va utiliser un projet communautaire qui s'appelle Avalonia. Peut-être c'est mieux. Ouais. Qui s'appelle Avalonia, parce que en fait, Microsoft, dans leur grande bonté, leur bibliothèque pour faire de l'affichage utilisateur, ben elles l'ont pas portée sur Linux. C'est-à-dire, elle s'appelle aujourd'hui celle qui est proposée par .NET, ça s'appelle MAUI. Ça permet de l'affichage multiplateforme sur Windows, sur Android, sur iOS, sur d'autres encore, j'ai plus en tête la liste. Par contre, Linux, ben non. Alors, coup de bol quand même, comme ça tourne sur Linux, il y a quand même un projet communautaire qui s'est monté, qui a
à partir d'une techno plus ancienne qui s'appelait WPF de chez Microsoft. Et donc Avalonia, c'est un peu aujourd'hui la librairie qui est utilisée sur .NET pour faire des interfaces utilisateurs natives. Alors un projet Avalonia, en général, donc on a un projet principal qui va représenter toute l'interface utilisateur. Donc là, il s'appelle Display. Donc là, on va avoir toute la définition de l'interface utilisateur. Et après, on va avoir un projet par plateforme. Donc là, on va rajouter un projet desktop, Display Desktop, qui nous permet de faire un affichage sur le desktop. Donc là, là le projet il est tel qu'il est créé, c'est-à-dire comme on a vu, quand on crée un projet, quand on crée un projet à dernière vide, ben on peut l'exécuter, le projet Display Desktop, et on va avoir une interface utilisateur de type bureau qui est rien, qui va juste nous dire Welcome to Avalonia, voilà. Et donc nous on va commencer à rajouter des informations dessus. Donc peut-être je pense qu'on est pas très bien au niveau timing. Donc on va peut-être essayer directement d'aller rajouter, comme c'est des données temporelles, on va essayer d'aller rajouter de l'interface, enfin une interface graphique où on va avoir un graphique des données dont on fait l'acquisition par ailleurs. Donc là, on a dans le projet display, on va les rajouter. On va les modifier. On va les modifier d'abord ce qu'on appelle un view model. Donc donc Avalonia, ça utilise ce qu'on appelle un principe MVVM, modèle view model, c'est-à-dire que donc on va avoir les classes de vue, enfin les informations de vue et de modèle qui représentent la vue sont séparées. Donc en pratique, on va écrire du C# pour ce qu'on appelle le view model. Donc là, on simplifie ici, on va même faire l'acquisition des données. Donc là, on a une classe view model très 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 simple. Voilà, celle-là, et on va la remplacer, mais peut-être qu'on peut aller en prendre directement, parce que, enfin, je pense qu'on pourrait prendre une du projet déjà terminé, parce que je pense qu'on n'aura pas le temps de faire toutes les étapes. Donc si tu pouvais prendre le projet tel quel, on va peut-être expliquer un peu ce qu'est. Voilà. Ouais, bon, bah, allons-y pour ouvrir la solution. Oui. Alors Avalonia, oui, c'est ça. C'est en fait Avalonia, ça démarre il y a pas mal d'années. Quelqu'un qui se dit Microsoft a fait WPF et XAML sur Windows, et moi je veux le faire sur Linux. Donc du coup ça démarre comme ça, par un portage de WPF sur Linux. Oui, non mais ça, oui, d'ailleurs, c'est même comme ça. Voilà, c'est même ça. C'est vraiment les XAML de Microsoft. Après, ils ont fait un peu évoluer le format, mais l'idée c'est ça. C'est-à-dire, on a des fichiers XAML. Alors peut-être tu peux ouvrir le fichier dans Views, une vue. Voilà. Donc là, on a une view. Donc là, on a un fichier XAML. Donc on voit XAML, c'est le formalisme introduit à l'époque par Microsoft. Donc c'est du XML qui décrit des interfaces utilisateurs. Et donc là, voilà. Enfin après c'est très, enfin voilà, sur le principe ça ressemble à du HTML, mais c'est un format XML qui est standardisé et qui permet d'imbriquer des composants graphiques. Et la particularité, c'est que dans ce code XML, on va référencer des propriétés
qui sont dans le code C#, qui elles vont fournir la donnée que l'on va afficher. La partie XAML correspond en gros à ce qui correspondrait à du HTML et du CSS dans du web, alors que donc ici par exemple, qu'est-ce que je peux montrer comme exemple? Donc on a vu des données, peut-être tu peux scroller l'écran, le truc vers là-dedans. Ouais, voilà. Là ici, on a voilà les CPU load qu'on a récupéré tout à l'heure. Ici, on va vouloir les afficher. Et donc là, on a des lignes. Si on regarde la ligne 46, 50 et 53, il y a cet item source avec binding qui nous permet de dire je vais référencer une propriété qui est dans ma classe C# qui représente le modèle de données. Donc en fait, si on va de l'autre côté, du côté main view model, donc là on est sur la main view et on va aller sur main view model, dans view model, on va avoir des propriétés qui sont que l'on va afficher, c'est-à-dire un peu au-dessus. Si tu remontes, si tu scrolles un peu au-dessus, voilà, on a ici, on a déclaré des observer properties qui sont c'est la troisième, là en l'occurrence, celle de la ligne 20, qui s'appelle plot de mesure, où là on déclare une collection de données qui va être elle-même affichée. Et donc le code C#, lui, sert à récupérer la donnée. Donc là on a du code qui récupère de la donnée et qui va remplir cette collection. Et de l'autre côté, au niveau du XAML, on a l'affichage qui se fait, l'affichage que l'on a défini. Donc, on a séparé les données de la vue. Peut-être qu'on peut directement plutôt déployer la solution qui fonctionne plutôt que... Non? Chut. Bon, ça risque de tourner court. Donc, qu'est-ce que tu voudrais que j'explique? Ok, bon. Alors, clairement, on a un problème sur la partie acquisition. Donc, sans données, on va avoir du mal à montrer des données. Donc, on va plutôt terminer sur les autres projets. Donc, en fait, l'avantage d'Avalonia, c'est que là, le code qu'on écrit ici, il est multiplateforme. C'est-à-dire que dans le projet display, on a écrit du code qui représente l'interface utilisateur. Et si on ouvre le projet display desktop, lui, il est très court. Il a juste un programme principal qui dit juste Start with Classic Desktop Lifetime. Ça veut dire, j'ai une interface utilisateur, je la démarre en mode desktop. Et Avalonia s'occupe du reste. Si on est dans un environnement qui n'est pas desktop, par exemple, donc, un environnement embarqué où on aura ni X11 ni Wayland, on peut aller prendre, par exemple, le projet, la Direct Rendering Manager. Il va référencer exactement le même projet display, sauf qu'il va dire Start Linux DRM. Donc, avec des paramètres qui vont bien pour démarrer sur un affichage Direct Rendering Manager. C'est-à-dire que, ça, c'est un des gros avantages. Il y a vraiment rien à faire pour avoir un affichage desktop, pour avoir un affichage système embarqué avec relativement léger en termes de piles graphiques. Et même, on a aussi, si on veut l'avoir en VNC, on va avoir un équivalent. Donc, si je regarde sur VNC, je vais avoir un équivalent, c'est Start with Headless VNC Platform. Et là, on va avoir un serveur VNC qui représentera exactement au pixel près la même interface utilisateur. Je dis au pixel près parce qu'en fait, Avalonia, il se base sur Skia. En fait, Skia, c'est la bibliothèque graphique qui est utilisée dans pas mal de projets, Firefox, Chromium. Et donc, il fait un rendering au pixel près. C'est Avalonia qui s'en charge, c'est-à-dire que quelle que soit la plateforme,
quel que soit, si qu'on soit en desktop Linux, desktop Windows si on veut, donc sur DRM ou sur VNC, ça va être le même écran de pixels en fait. D'ailleurs, ça s'arrête même pas là. On peut aussi faire sur de l'Android, de l'iOS, sur du web. Avec ça génère un projet WebAssembly et on va avoir un canvas sur lequel le rendering sera exactement le même. Donc en fait, c'est un des gros avantages de cette stack, c'est que vous écrivez votre interface utilisateur une seule fois et vous l'avez la même au pixel près sur partout. Bon, je vois qu'il nous reste moins de 5 minutes. Mais alors, comme on n'a pas les datas, ça va être compliqué. T'as tout lancé? Bon, ben lance un desktop, ouais. Ouais. Là, il faut changer là. Ouais, ok, ouais, si tu veux. Ah oui. Oui, on peut aller sur les questions peut-être. Oui. Des Alors, je suis pas sûr d'avoir compris la question. Alors là, on parle vraiment du code du langage C#. On sort vraiment de C#, enfin de .NET sur Linux, vraiment. Alors oui, alors en C#, alors ouais, on peut avoir une discussion sur le langage lui-même. Oui. Ouais. Ça c'est bon. Ouais. Il bosse. Ouais. 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 Oui, tout est, oui, là, j'ai fait avec, comme on était en visuel, je l'ai fait là, avec l'IDE. Mais oui, tout existe en ligne de commande. On peut, enfin, tout ce que, là, voilà, tout ce qui se fait avec l'IDE, on peut travailler intégralement en ligne de commande si on a envie. Ça, il y a absolument aucun souci. Toutes les commandes existent. Ben alors, il y a plusieurs choix. Soit, si on est sur un environnement où on va vouloir avoir plusieurs programmes, il vaut mieux déployer un runtime qui sera là qu'une seule fois parce que ça va coûter. Par contre, si on est pour déployer une seule application, si c'est un device où on va avoir une seule application, il vaut mieux déployer tout packagé. Parce que on peut déployer un seul exe qui va contenir tout le code dont on a besoin. Non. Il intègre le runtime, donc ce qui s'appelle le CLR, qui est l'équivalent de la JVM dans .NET, est intégré dans l'exécutable en fait. C'est-à-dire on a besoin de rien déployer d'autre à côté, tout est packagé au sein d'un seul exe.